Si tu aimes le tennis sur YouTube et les cernes de 3 km de long, n'hésite pas à t'abonner juste ici, mon très cher Goat. Tu soutiens la chaîne et on sera là tous les jours de la semaine prochaine pour vivre la fin de l'Open d'Australie. Stefanos Tsitsipas résiste à un énorme Yannick Sinner dans l'un des matchs de la quinzaine. Iga Swiatek et Félix Auger-Aliassime éliminés. C'est le programme apostolique de votre nouveau digest de l'Open d'Australie. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Iga Swiatek, l'immense favorite du tableau féminin qui est éliminée un peu à la surprise générale. Attention quand même, le match-up est compliqué avec Rybakina, mais elle est revenue en conférence de presse sur un élément qui me semble essentiel et sur lequel on doit revenir. C'est l'approche mentale d'une rencontre et d'un tournoi lors duquel vous êtes placé comme immense favori. Comment est-ce que vous allez réussir à gérer cette perception du public, l'œil extérieur et votre exigence par rapport à votre propre performance. Et Iga Swiatek, elle l'a dit après en conférence de presse, j'avais l'impression de ne pas vouloir perdre au lieu de vouloir gagner. On va la lire, c'est très intéressant. En vert, je sentais la pression et j'avais l'impression de ne pas vouloir perdre au lieu de vouloir gagner. Je pense que c'est une question sur laquelle je dois me concentrer au cours des 2 prochaines semaines. Iga Swiatek, on le sait, l'un des secrets, l'une des recettes miracles de son succès, c'est le fait qu'elle ait travaillé et qu'elle travaille avec une psychologue qui l'aide et qui la guide dans son succès. Et déjà, malgré la défaite, malgré la déception, elle est immédiatement dans la projection. En orange, je pense que cette fois, ce sera motivant pour moi et je suis presque sûr que je jouerai les prochains tournois avec quelque chose sur lequel me concentrer, quelque chose sur lequel travailler. Je pense que je vais avancer, peu importe que je perde en demi-finale, au 4e tour ou en finale, je veux juste passer à autre chose. En tennis, il faut reset en permanence parce que c'est rare d'enchaîner les semaines victorieuses. Tu termines très souvent une semaine au tennis avec une défaite. Ça n'a pas été le cas d'Iga Swiatek vraiment la saison dernière. Elle a fait une saison 2022 absolument exceptionnelle, mais là, elle est confrontée à de nouveaux doutes, et ça va être super intéressant je trouve d'observer sa réaction à Iga Swiatek sur le reste de la saison. On enchaîne, deuxième info dans ce côté réseau, et une lecture qui m'a un peu peiné, j'avoue que ça me frustre un peu de lire ça. Alors Mats Wilander qui vient de dire apparemment à la télé qu'il ne savait pas grand chose sur Ben Shelton et Jean-Jean Louve. Quand cela cessera-t-il d'être acceptable pour des analystes bien payés de ne rien savoir de la moitié des joueurs qui participent au Grand Chelem? On a condamné ça aussi sur la chaîne par rapport à Guy Forget qui se pointe sur Amazon Prime sans connaître Rune et qui le dit très clairement, je connais pas Holger Rune, moi je sais pas qui c'est, donc dire ça l'été dernier c'est un peu chaud. Là pour Ben Shelton, si tu connais pas Ben Shelton et que tu fuis le tennis, franchement, le mec, à partir de l'été dernier déjà, c'était dernier délai pour apprendre à connaître ce joueur, surtout quand t'es censé pouvoir en parler. Ce qui est frustrant là-dedans, au fond, c'est pas le fait de pas connaître, c'est le fait de ne pas travailler assez, de ne pas combler tes angles morts. On a tous des angles morts, le tennis c'est très difficile à suivre, il faut être au taquet quasiment toute l'année, donc forcément il y a des moments où tu fais un petit peu relâche, mais le côté ancien joueur, du coup je peux me pointer et travailler un peu au feeling, je trouve que c'est un peu limite, donc je trouve que ça ne rend pas hommage à notre sport qui demande expertise et énormément de travail. Le travail justement, ça a guidé le retour d'Andy Murray à un très bon niveau, et il a partagé cette anecdote sur Twitter. Il a dit: il y a 2 jours, je suis tombé par hasard sur le médecin qui, en 2017, m'avait dit: la bonne nouvelle est que le problème que vous avez à la hanche peut être résolu. Mais vous ne pourrez plus pratiquer de sport professionnel. Je pense que nous avons dissipé ce mythe ces 5 derniers jours. Bonne nuit. Alors, 2 matchs absolument ahurissants de la part d'Andy Murray qui a accompli le 2e match le plus long de l'Open d'Australie sur ce tournoi, et quelque chose également qu'il a partagé, c'était de dire: vous ne pouvez pas contrôler les aléas qui vous arrivent, les blessures, les matchs qui finissent à 4h du mat, les aléas qui sont inhérents à ce sport qu'est le tennis, avec des programmations un peu lunaires, la météo, etc. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez contrôler, c'est votre travail, votre capacité à vous engager pleinement, et au moins vous réduisez à la portion congrue les aléas. Et c'est clairement un message super inspirant, à la fois pour la jeune génération, mais aussi pour les trentenaires et plus qui essayent de rester sur le circuit. Je trouve que ça a été l'un des temps forts de cette Open Australie. On se termine avec la dernière info du côté réseau et Gilou Moreton qui nous partage son avis sur le tennis français. Gilou Moreton, président de la FFT depuis peu, et donc il l'expliquait pour l'équipe: franchement, les Français ne sont pas loin, le top 5 c'est une autre planète, mais derrière tout le monde peut y arriver, ils l'ont dans la raquette, la 2e semaine et même pourquoi pas le top 10. Après, c'est une question de confiance. C'est un travail difficile, clairement, de se positionner en tant que président. Il faut envoyer des bonnes vibes, un bon mood, une bonne dynamique. Et tu reprends un flambeau difficile avec le tennis français, qui est clairement dans un creux générationnel.
Par contre, effectivement, il y a le mental, il y a la confiance, mais il y a aussi un peu de talent, je pense. Et sur beaucoup de secteurs, on a l'impression que le tennis français est un peu en manque. Et on enchaîne avec le coin tactique, le match de la nuit dernière. Exceptionnelle rencontre en termes de qualité tennistique et de dramaturgie. Jannik Sinner qui a été phénoménal, mais alors Stefanos Tsitsipas, franchement, on va revenir en détail sur cette partie, c'est le long format de cette vidéo, et on va commencer avec les difficultés que pose Stefanos Tsitsipas à Jannik Sinner, c'est-à-dire que c'est un jeu de rupture, et Jannik Sinner, il aime bien la cadence sur la baseline, dans cette zone idéalement, rester au maximum central, pouvoir envoyer des bûchasses, des merguez enflammées, et on le voit ici dans cette séquence, le jeu de rupture de Stefanos qui a fait très mal à Jannik Sinner dans un premier temps. On vise les lulus, les angles, on déporte Sinner, on le pousse à jouer dans des zones techniques très peu confortables pour lui. Ici, il y a un coup difficile à exécuter. Tsitsipas, dans un deuxième temps, va réussir à glisser une petite amortie extrêmement subtile, et dans cette partie, au début, donc break immédiat pour Stefanos Tsitsipas, mais un thème tactique très intéressant, donc 0,40, 4 balles de break, de débreak dans ce jeu à 0,1, et on va avoir, côté avantage, un service qui va poser beaucoup de difficultés à Jannik Sinner avant qu'il ne se fasse coacher par Darren Cahill un peu plus tard dans la rencontre, en lui disant reste un peu derrière, hein, ce sera mieux pour toi. Donc gros service kické ici, on déporte Jannik Sinner, c'est toujours le même principe, hein, on met Jannik Sinner extrêmement loin de la zone centrale, et derrière on s'engage plein fer dans la zone ouverte. Sinner confronté à un problème qu'il a vécu sur les précédents matchs face à Stefanos Tsitsipas, il y avait 4-1 avant cette rencontre sur le head-to-head, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de difficulté à optimiser, à exploiter les faiblesses structurelles de Stefanos Tsitsipas, qui sont par exemple un slice parfois un peu flottant. Ici par exemple, ça va flotter, il va avancer, il va accélérer la balle et ensuite passing, il va un peu se rater au niveau de la volée, et ça c'est le grand problème initial pour Sinner, c'est cette conversion, et on va en reparler de la conversion d'ailleurs des balles de break, et le réalisme offensif. Et puis à partir du début de la troisième manche, il va se passer quelque chose de sidérant dans ce match, c'est que Jannik Sinner, pour lui, la balle va grossir, le temps va s'arrêter, et sur les moments où on voyait le match vraiment en vue basse, on ressentait à quel point Sinner était totalement à son aise, le rythme était parfait pour lui, et la petite erreur que Steph a fait à ce moment-là, c'est qu'il a commencé à jouer un petit peu trop en cadence, et donc à partir de ce moment-là, Sinner il va vraiment se réguler, et il va disposer d'un coup technique magistral, l'amorti de coup droit. Il l'a utilisé à de nombreuses reprises avec beaucoup de succès, même quand Stefanos était en train de chasser cet amorti, ça a fait franchement des ravages. Donc à partir de ce moment-là, à partir du troisième, et même en fait dès le deuxième, Tsitsipas il est complètement ballotté par la qualité de frappe majestueuse de Jannik Sinner, et il va tenter de casser le rythme, d'exercer sa créativité. Ça c'est l'une de ses grandes forces à Stefanos. Alors on va avoir des deuxièmes balles, kické, service volé derrière. Le problème ici, il est très très chanceux à sa volée, elle n'est pas du tout tranchante. Il va subir un passing un peu long de la part de Sinner, il va le faire 2 fois dans ce jeu. Il va tenter de brouiller les cartes, et c'est ce qui fait le sel de cette opposition, de ce match-up, et aussi pourquoi je pense Stefanos Tsitsipas est un joueur précieux sur le circuit, c'est parce que c'est un joueur de rupture, et c'est devenu très très rare sur le circuit désormais. On a parlé de l'amorti de coup droit, de la qualité de frappe gigantesque de Jannik Sinner, mais aussi un schéma tactique assez attendu de son côté, c'est de cibler le revers de Stefanos, et même si ça n'a pas payé au tout début, parce que Stefanos a trouvé des jolis revers bloqués long de ligne, des jolis slices aussi de temps en temps, eh bien, au fur et à mesure, en appuyant, en insistant, il a réussi à faire craquer Stefanos dans ce secteur, et surtout, le bruit, le son de la balle de Sinner quand il est dans son mode rouleau compresseur, c'est terrifiant quoi. On se retrouve dans la 5e manche, le momentum est très clairement pour Jannik Sinner, ça fait penser d'ailleurs à son match contre Fucsovics, mais un grand problème de conversion. Alors c'est à la fois dû au fait que Tsitsipas a été particulièrement saignant sur les points importants, sur les balles de break, mais 4 sur 26, c'est beaucoup trop faible quoi, c'est un pourcentage qui est très très faible. Donc Stefanos, au début de la 5e manche, en mode survie, on renvoie la balle, il va y avoir 2 jeux à 0,40, il va réussir à basculer, parce qu'il y a cette grinta, et aussi parce que Sinner va commencer tout doucement à se dérégler. Le son de la balle est un peu moins clair à ce moment-là. Le match va définitivement rebasculer du côté de Stefanos sur ce coup ici. Ça boise hein, pour Sinner, la balle va sortir 4-2 et la différence est faite. Alors, super performance je trouve de Sinner, il aurait battu quasiment l'essentiel des joueurs sur le circuit. Stefanos a été absolument monstrueux
en termes de résilience, en termes de densité mentale. C'est un énorme combattant, il a été ballotté pendant une immense partie de la rencontre. Par contre, Sinner, bah, c'est ce qu'on disait contre Fucsovics, c'est le faux départ, les fautes directes, les cadeaux. Tu peux pas te permettre contre des joueurs du profil de Stefanos, de Novak Djokovic, de Nadal, enfin tout ce que vous voulez, tous les meilleurs joueurs du monde. Tu peux pas te permettre de faire ça en fait. Tu peux pas te permettre d'avoir un plan A et quand ça marche pas, t'as pas la ressource pour ralentir un peu. Et puis une image qui m'a complètement éclaté dans ce match, c'est à la toute fin, c'est Stefanos qui est quasiment en train de gagner le match, et là t'as il y a Apostolos qui est en mode le revers machin, et Philippe aussi, ça fait 4 heures qu'il a les oreilles qui sifflent et qui lui fait Apo, Apo, tu te calmes, Apo, calme. Ton cardiologue t'a dit qu'il fallait te calmer, ça va pas. C'était génial. Un mot rapide sur la contre-perf de Félix Auger-Aliassime qu'on attendait peut-être à des hauteurs un peu plus élevées. Alors il a perdu contre Leeka qui est en chaleur depuis le début du tournoi, mais le truc avec lui c'est que s'il n'y a pas le service qui passe, il y a tout le château de cartes qui s'écroule. Aucune balle de break sur le 7-2, le 7-3 et le 7-4, et surtout dans les tie-breaks. 2 tie-breaks immondes, tie-break du 3e set, 5 fautes directes, une double faute, verrouillé sur le revers, donc ici un slice à côté. Il est passé à côté des moments décisifs. Et il est toujours confronté au même problème, c'est que quand il est un peu dans la tension, un peu dans la difficulté, et que le service passe pas, eh ben tu sais qu'il va forcer, tu sais qu'il va faire des fautes directes. Ce qui se voit d'ailleurs sur sa tronche ici, à la toute fin, donc c'était quelques points avant de perdre la rencontre, il est comme ça, mais comment c'est possible que j'ai sorti ce coup droit totalement de routine dans le couloir? Couloirde. Toujours le même problème avec Auger, qui progresse bien sûr, et quand le service passe il est monstrueux, mais c'est un peu le même problème qu'avec Sinner, c'est que t'as un plan A qui est merveilleux, mais une fois que t'es ciblé sur ton revers, une fois qu'il faut passer des deuxièmes balles et ferrailler derrière, bah c'est très compliqué, tu redeviens un joueur prenable face à un excellent Leeka. On bascule sur la reco du jour, les matchs à ne manquer sous aucun prétexte la nuit prochaine, et on a un duel de poètes. Attention, c'est Verlaine Rimbaud là, j'espère que ça ne va pas se finir de la même façon que l'idylle entre les deux poètes français, Rublev, Runeux bien entendu, Ben Shelton, JJ Wall, ça va être sympa également, et on aura un regard attendri sur Djokovic de Minor, ça va être intéressant également ça aussi sur la Rod Laver Arena. On se retrouve demain pour en parler, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des citrons.